Oh, waouh, plaisir immense de retrouver Yann Rivolan. Bonjour Yann Rivolan, Bonjour Franck, comment allez-vous? en pleine forme. En pleine forme, merci parce que ça fait plaisir qu'on se croise ici à Paris Retail Week sur le ring de Néo 26. On est au 4e round. 4e round, donc 5e année, une année d'interruption, tout le monde imagine pourquoi. Yann Rivolan, vieille connaissance, on a travaillé ensemble quand vous étiez chez The Other Store. Si je ne me Exactement, trompe pas, et j'étais votre prestataire logistique. exactement. C'est ça. C'est Alors- des très, très beaux et très vieux souvenirs. Très beau et très vieux souvenirs, même si c'est un métier où on a parfois quelques aléas. J'ai aussi d'excellents souvenirs. Je pense que grâce à vous, j'ai énormément évolué avec mes autres clients sur le fashion, sur la mode, la gestion des retours et tout ce qui est propre au e-commerce et au textile. En tout cas, voilà. Je garde un super souvenir de cette période. On a évolué tous les deux séparément et puis sur nos chemins. Et Yann Rivolan, vous êtes aujourd'hui le président de la Fédération du prêt-à-porter. C'est bien ça? Exactement, j'ai été élu il y a un an maintenant, en même temps que la vente de The Other Store dont tu parlais précédemment. D'accord. Très bien. On peut se tutoyer, on peut se vous voyer, c'est vous qui choisissez. C'est comme toi vous qui- voulez, c'est comme tu veux. Alors, on va se vous voyer, si vous êtes d'accord. Aujourd'hui, vous êtes non seulement président de la Fédération de prêt-à-porter, mais vous avez une deuxième casquette. Vous êtes un entrepreneur, puisque vous gérez un organisme. Vous avez créé votre propre organisme de formation qui s'appelle Everywhere, Anytime. Oui, tout à fait, j'ai toujours été entrepreneur. Depuis mes 20 ans, depuis maintenant 30 ans, je suis entrepreneur. Être président d'une fédération, c'est un grand honneur, mais je voulais toujours pouvoir accompagner les entreprises en tant qu'entrepreneur. Pour cela, j'ai monté un organisme de formation il y a maintenant un peu plus d'un an qui à la fois est expert dans les business et dans la transformation du travail. D'accord. Alors, même si on va parler beaucoup de votre rôle auprès de la Fédé et puis de certains événements, coups de gueule dont tout le monde parle, moi j'aimerais qu'on fasse un petit coup de... vous mettre sous les feux du projecteur sur la partie que vous avez développée en tant qu'entrepreneur sur cet organisme de formation. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous réalisez comme formation? Ah, il y a deux mots qui sont très simples. Le premier, c'est roue du hamster. On a tous l'impression d'être dans la roue du hamster. Roue du hamster? Ouais, c'est cette sensation que tout à chacun peut avoir, à la fois l'entrepreneur quand il veut se lancer, quand il doit développer son entreprise, et tous les collaborateurs dans les entreprises aussi qui ont toujours plus de réunions, plus d'informations et plus de projets à lancer. Or, pour pouvoir gérer tous ces projets, pour pouvoir gérer tout ce travail, il y a des méthodes qui existent. Et ces méthodes, je suis en train d'écrire un livre pour pouvoir les présenter. Ce livre va s'appeler La roue du hamster, il va sortir l'année prochaine. D'accord. Et en même temps, j'ai développé des formations pour pouvoir accompagner les entreprises. Alors, qui sont vos clients? J'imagine que ce sont des clients de la mode créative, comme Alors, vous c'est appelez? évidemment des clients dans la mode créative, ça va être des clients comme Courrèges d'un côté ou comme Joli Moi de l'autre, Oui. donc dans la beauté, et qui souhaitent qui souhaitent conduire leur accélération. Et conduire leur accélération, c'est ce qu'on sait faire dans les startups. Et c'est ce que j'ai su faire avec The Other Store, d'où le développement de cette méthode. D'accord. Donc moi, bonne chance, bon courage. C'est récent cette histoire, cette aventure? La société, elle a un peu plus d'un an, oui. Elle a un peu plus d'un an. On va se revoir, on va parler de ça un peu plus tard. Moi, je vous reçois vraiment pour votre rôle auprès de la Fédération française du prêt-à-porter, tout simplement aussi parce que on parle beaucoup du retail en ce moment, dans les médias, mais pas avec l'angle avec un angle plutôt triste, voire dramatique, puisque on parle énormément de faillite, de redressement judiciaire, de plans de reprise, etc. C'est une hécatombe, c'est chaque jour une nouvelle, chaque jour une marque qui s'effondre, des marques qu'on a bien connues quand on était adolescent, on peut les citer, hein, Naf, Chevignon, Koukaï, Koukaï, Camailleux, Camailleux, tout ça, c'est plus de 10 000 emplois. plus de 10 000 emplois à Ouais. chaque fois, qui se cassent la gueule, qui disparaissent, qui sont parfois repris, parfois non repris, ou en tout cas qui connaissent des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Alors qu'est-ce qui se passe déjà? Alors, ce qui se passe est très simple. On voit comment le monde s'est digitalisé. La digitalisation du monde amène un mouvement de sablier où le luxe arrive à se développer de plus en plus vite. Évidemment, c'est grâce à l'image et grâce aux réseaux sociaux. Et de l'autre côté, si on n'achète pas pour de l'image ou pour de la valeur, on va acheter au contraire pour du prix. Les marques de luxe en France fonctionnent très bien. Le luxe, c'est 40% du CAC 40, donc c'est un vrai succès. Et de l'autre côté, il y a l'ultra fast fashion qui se développe à la vitesse grand V parce qu'il propose des prix qui sont indécents.
et ces prix indécents font qu'ils sont en train de submerger le marché. Donc une approche un peu en étau, et au cœur, vous avez le retail traditionnel avec les magasins. Et ce qui était fort, parce que des marques comme Camaïeu avaient développé des centaines de boutiques partout en France et à l'international, eh bien ce mouvement de marques moyennes qui s'adressent à des classes moyennes est en train de disparaître. Et pourquoi ces marques ne sont-elles pas digitalisées? Elles avaient la possibilité, ou elles ont eu la possibilité, de créer des sites internet, de monter sur les marketplaces. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors nous l'avons fait, Franck. Nous les avons digitalisés. Ah oui, c'est vous, ouais. Ouais, donc, Avec The User Store. en fait, ces marques, oui, et puis dans tout le travail de logistique aussi qui a pu exister, on l'a fait cette digitalisation. Après, se digitaliser, soit en baissant ses prix, c'est d'autres business models qui peuvent se mettre en place. C'est aussi une autre forme de d'agilité, une autre forme de digitalisation qui doivent se faire. Évidemment, Zara a su le mettre en place. Ou alors, c'est plus travailler sur ses valeurs et c'est plus travailler sur son prix. Là aussi, le luxe a su le faire. Mais que NafNaf se transforme en marque de luxe, en soi, c'est impossible. On a quand même des succès. On peut par exemple citer Fusalp. Fusalp avait disparu. Fusalp est désormais une marque de luxe et elle a su très bien se positionner sur ce segment. D'accord. Et donc quand elles ont pu se digitaliser, elles ont pu s'en sortir, tout au parti. Alors, on peut citer dans les marques qui ont vraiment réussi, par exemple Cézanne, une marque qui n'existait pas en 2008. C'était un pure player e-commerce. C'est un pure player, mais qui est devenu aussi désormais un vrai retailer. Ouais, il a aussi des peu boutiques. De boutiques quand même. Alors, il y a peu de boutiques, mais chacune des boutiques au mètre carré fait un chiffre d'affaires hallucinant. Et c'est aussi une internationalisation qui se met en place. Oui. Puisque les États-Unis souffrent à Cézanne. Et cette internationalisation, elle se fait aussi grâce aux boutiques. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un savoir-faire chez Cézanne, les collections Bulles, enfin une créativité invraisemblable. Et puis une fondatrice d'exception. Elle est exceptionnelle pour deux raisons. La première, c'est qu'elle a compris tout de suite comment les réseaux sociaux fonctionnaient. Elle était influenceuse avant toutes les autres. Ouais. Le deuxième, c'est qu'aussi dans la digitalisation, elle a compris comment on pouvait faire des ventes le dimanche et le moment où toutes les autres boutiques sont fermées. Exactement. Et de cette compréhension de je vais sortir des capsules, je vais travailler le dimanche et de créer de la rareté, elle a su mettre de la valeur dans sa marque et réussir à avoir un certain nombre d'axes que ont uniquement les marques de luxe. Ok, il y a un truc qui me gêne, j'entends ces arguments, il y a un truc qui me gêne dans vos propos. C'est que j'ai le sentiment que vous allez rechercher à l'extérieur des marques les raisons pour lesquelles elles se cassent la gueule. Est-ce qu'il n'y a pas des raisons internes? Moi je vous parle par exemple de l'expérience magasin. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, dans le retail, on vit une bonne expérience magasin? Alors la question est autre, c'est pourquoi est-ce que les Français ne veulent pas devenir vendeurs? Oui. On a cette première question qu'il faut résoudre, c'est qu'il y a aussi une base qui est être vendeur, ce n'est pas noble. On a du mal à glorifier ce métier. De réussir à avoir une vraie expérience de vente, là aussi dans le luxe, on arrive à l'avoir. On a des ventes, je prends par exemple Hermès, quand on rentre chez Hermès, on rentre dans un univers qui est extraordinaire. Si je prends Sandro, quand ils se sont développés à partir de 2008, ils ont su aussi créer cette expérience de vente. On est rentré dans des environnements qui étaient très beaux, avec une clientèle qui a voulu avoir quelque chose à un prix qui était inférieur aux marques de luxe. Et là aussi, on a réussi à avoir une expérience vente qui était forte. Par contre, évidemment, dans les NafNaf, là, on peut être tiré entre est-ce que mon concurrent, ça va être plutôt Zara, où il n'y a pas d'expérience de vente parce qu'il n'y a pas de vente. La seule vente, c'est le produit et c'est l'expérience qu'on va avoir avec. Ou est-ce que l'expérience, c'est le conseil assisté qu'on va avoir? Et bien, quand on est dans cet entre-deux, c'est compliqué à gérer. Ouais. Il a été facile à gérer pendant des années, parce que pendant des années, on n'a pas eu de concurrents digitaux comme Shein, qui permettaient à toutes ces marques dans les villes moyennes, je vais prendre par exemple Bernay en Normandie, Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime, et dans toutes ces villes moyennes, la proximité qu'on pouvait avoir avec ces boutiques créait quelque chose. Et l'expérience de vente dans ces boutiques, elle était forte. Oui. Parce que la vendeuse, elle était chez NafNaf depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Résultat, elle connaissait toutes ses clientes. Et on peut le voir chez Camaïeu. Quand Camaïeu a fermé, les plus tristes, c'était les clientes. Oui, tout à fait. Donc résultat, l'expérience de vente qu'on trouve souvent catastrophique, elle est en effet difficile parce qu'on a du mal à trouver des personnes qui ont envie de le faire, d'où parfois des expériences qui sont incertaines. Mais quand on regarde les fermetures, on s'aperçoit en fin de compte qu'il y avait quand même énormément de liens qui étaient déjà créés. Oui, mais je vais prendre un contre-exemple parce que j'aimerais qu'on discute de ça. Moi, quand je vais chez Zara, je vois surtout des vendeurs qui rangent. On est d'accord? Donc est-ce que c'est des vendeurs? Ben, c'est à eux que je m'adresse si j'ai besoin d'une taille, c'est à eux que je m'adresse si j'ai besoin d'une pointure. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Parfois, ils viennent, parfois, j'ose même pas les déranger. Oui, donc, mais non, mais quand tu n'as pas la taille, oui. Tu as remarqué ce qu'ils font? Oui, ils consultent leur PDA aujourd'hui pour regarder si le stock n'est pas dans ma boutique ou dans la boutique d'un autre. Et le PDA, et pas que. Ils prennent. Et un micro qui est relié au stock, je l'imagine. Et derrière, ça met une expérience qui est dépoussiérée, faillite sur tous les produits pour avoir une vision en temps réel de tous les stocks
dans chacun des points de vente, des équipes qui sont continuellement connectées, avec des équipes dans le sous-sol qui sont connectées, de façon à pouvoir gérer les stocks en continu, y compris avec les autres boutiques. Ouais, mais vous connaissez mon appétit, mon appétence plutôt pour l'e-commerce. Donc quand je vais chez Zara, je prends un modèle, je le scanne et je vais le commander en ligne chez moi. Parce que j'ai un service, j'ai l'impression d'avoir une meilleure expérience sur mon téléphone qu'avec des gens. Est-ce que c'est pas ça là aussi le fond du problème? Regarde justement comment ça se passe chez Zara. Quand tu vas chez Zara, on va passer au tutoiement, ça. En fait, c'est chez Zara, c'est la proximité qui va avec. Non, mais c'est parce qu'on se connaît bien. Et puis, on a 2 fois l'âge moyen en fait, des clients de Zara, donc c'est pour ça que j'essaye de me rajeunir de par ce biais. Je prends en fait chez Zara, quand je vais chez Zara un samedi, je vais avoir une queue abominable pour essayer mon produit. Je vois le produit, je l'achète directement. Je vais pouvoir le ramener en boutique quand je veux. Je vais pouvoir le réexpédier aussi si je le veux. C'est quoi mon expérience digitale? Est-ce que mon expérience digitale, c'est d'avoir été en boutique, de pouvoir le ramener, de pouvoir l'expédier, de pouvoir le changer? En fait, tout est mélangé. Et c'est là où Zara a tout compris, parce que l'ultra-digitalisation qu'ils ont pu mettre en place dans leurs points de vente, sur leur site et dans leurs services, permet d'avoir une continuité. Et c'est cette continuité qu'il faut justement monopoliser au sein de toutes les marques, de façon à pouvoir se développer. Bon, je suis convaincu, je vais peut-être changer de boutique, continuer à acheter sur Zara, mais pas seulement. Qu'est-ce qui se passe avec Chine et vous ?